Pendant que ma famille se moquait de mon application inutile, mon frère avait tout, voiture à 100K €, poste chez papa. À Thanksgiving, il a ricané, toujours à jouer au PDG. Puis, mon visage est apparu aux infos, ma start-up racheté 50 millions d'euros. Je m'appelle Bastien. J'ai 31 ans maintenant. Et pendant les 8 dernières années, ma famille a cru que j'étais une sorte de plaisanterie. Je n'étais pas l'enfant prodige. Ce titre revenait à mon frère, Clément. Grand, charmant, droit, n'est-ce pas? Un étudiant devenu le chouchou du monde des affaires. Le gars qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents. Pendant ce temps, je travaillais toujours sur cette petite application stupide. Il le disait toujours comme ça. Tu travailles toujours sur cette petite application stupide, demandait ma mère pendant les dîners du dimanche. Sa voix douce mais perçante, comme si elle était réellement préoccupée que je n'ai pas passé l'âge de mes bêtises. Papa ricanait dans son verre de vin, essayant de ne pas sourire en coin. Et Clément. Il me regardait juste avec la même expression suffisante qu'il avait quand il me battait au Monopoly quand nous étions enfants, comme s'il possédait tout le plateau. Et je payais toujours le loyer de la rue de la Paix. Notre famille n'était pas riche, mais papa s'en sortait bien. Il possédait un cabinet immobilier de taille moyenne en ville, Dubois et Associés, et il n'avait cessé de grandir pendant des années. Le plan, apparemment, était toujours que Clément prenne la relève. Ils lui ont même donné un bureau rutilant le jour après avoir obtenu son diplôme universitaire. Ils n'ont même pas fait semblant d'interviewer quelqu'un d'autre. À 24 ans, il avait une BMW à 100 000 €, un appartement en centre-ville, et un titre de cadre avec « stratégie » dedans, quoi que cela signifie. Moi, j'ai obtenu mon diplôme en informatique avec une idée d'application à moitié aboutie à laquelle je ne pouvais pas arrêter de penser. Cela a commencé comme un projet en dernière année, un outil de planification pour les travailleurs indépendants, les plombiers, les entrepreneurs, les déménageurs. Les personnes qui étaient constamment doublement réservées ou perdaient des affaires parce qu'elles n'avaient pas le temps ou les outils pour gérer les appels, les devis et les tâches. L'interface utilisateur était moche. Le backend était bricolé, mais ça marchait. Dès que j'ai dit à ma famille que je refusais 2 offres d'emploi pour la construire à plein temps, c'est comme si j'avais annoncé que je devenais un mime. Et les avantages sociaux, a dit ma mère. Et un vrai travail, a ajouté mon père. C'est mignon que tu veuilles faire une application, a dit Clément. Mais tu ne trouves pas que ce marché est un peu saturé? Je l'ai ignoré au début. Je me suis dit qu'une fois qu'il verrait le prototype, une fois qu'il verrait des utilisateurs s'inscrire, il comprendrait. Mais ce jour n'est jamais venu. Chaque réunion de famille, chaque fête, chaque dîner d'anniversaire, quelqu'un, généralement Clément, faisait une pique. Tu joues toujours au PDG, disait-il, comme si je faisais semblant, comme si c'était un jeu d'enfant. Le pire, c'est que je m'attendais toujours à ce que ça s'arrête. Je pensais que peut-être les 1000 premiers utilisateurs les impressionneraient, ou mon premier petit partenariat commercial, ou quand je déménagerais de l'appartement que je louais avec 3 colocataires dans un studio à moi. Mais ce n'était jamais suffisant. Pas par rapport à Clément, qui a conclu un accord sur un immeuble commercial de 5 unités la même semaine où j'ai célébré mon premier trimestre rentable. Devinez quelle histoire a dominé le dîner ce soir-là? Au fil des ans, j'ai appris à ne plus en parler. Mon entreprise, Fluidité Pro, grandissait lentement mais sûrement. Et je me suis dit que je n'avais pas besoin de leur approbation. Mais au fond, je la voulais. Je voulais entrer à la dinde de Thanksgiving juste une fois sans me sentir comme la déception de la famille. Je voulais que mon père me pose des questions sur mon travail avec une curiosité sincère, pas des hochements de tête polis. Je voulais que ma mère se vante de moi comme elle le faisait de Clément, comme s'il était une sorte de célébrité locale. Il est apparu une fois sur un panneau d'affichage pour le cabinet familial. Elle en a fait sa photo de couverture Facebook pendant 3 ans. Mais ce Thanksgiving-là, celui qui a tout changé, a commencé comme tous les autres, avec de faux sourires et des piques subtiles. Je suis arrivé un peu en retard. J'avais été en appel Zoom avec un investisseur potentiel de Londres, essayant de conclure avant le dîner. Quand je suis entré, Clément était déjà en pleine performance, racontant à mes cousins sa dernière acquisition stratégique, quoi que cela signifie. Ma mère m'a fait signe d'entrer, a dit « Bastien, il y a de la place au bout de la table », comme si j'étais l'enfant qui arrivait en retard à la cantine. Elle n'a même pas demandé pourquoi, elle a juste supposé que ce n'était pas important.
J'ai pris ma place à côté de mon oncle, qui m'a immédiatement demandé si je faisais toujours ce truc de technologie. J'ai donné mon sourire et mon hochement de tête habituel, essayant de garder mon calme. Ça ne valait pas la peine d'expliquer. Pas cette année. Nous avons mangé. Nous avons ri. Enfin, ils ont ri. Clément a raconté une histoire de négociation de bail, et tout le monde a agi comme si c'était l'histoire la plus palpitante qu'ils aient jamais entendue. J'ai essayé de contribuer ici et là, mais chaque fois que j'ouvrais la bouche, quelqu'un me coupait la parole. C'était comme un bruit de fond. Bastien parle encore de gadgets ou quelque chose comme ça. Revenons aux histoires immobilières de Clément. Puis est venu le dessert, tarte à la citrouille, crumble aux pommes, et le moment préféré de Clément, la pique désinvolte. Il s'est penché en arrière, s'est essuyé la bouche avec une serviette et m'a regardé avec ce même sourire en coin que je connaissais depuis que nous étions enfants. Alors, a-t-il dit assez fort pour que la table se taise. Tu joues toujours au PDG. J'ai figé juste une seconde. Ce n'était pas la première fois qu'il le disait. Ce ne serait pas la dernière. Mais pour une raison quelconque, celle-ci m'a frappé plus fort. Peut-être parce que j'étais épuisé. Peut-être parce que nous venions de conclure le plus gros accord de notre vie la veille. Peut-être parce que je savais ce qui allait arriver et que non. Je n'ai rien dit. J'ai juste souri, haussé les épaules, tendu la main vers la crème fouettée. 15 minutes plus tard, la télévision derrière lui, papa avait l'un de ses écrans plats de taille démesurée monté au-dessus de la cheminée, s'est allumé avec une nouvelle de dernière minute. Start-up locale acquise pour 50 millions d'euros. La bannière affichée en rouge vif. En dessous, une photo de moi, ma photo LinkedIn. En fait, j'ai pris une note mentale pour la mettre à jour plus tard. Clément s'est retourné, a vu l'écran, a fixé un battement trop long. J'ai senti mon cœur marteler, mais à l'extérieur, je suis resté calme. Mon oncle a failli laisser tomber son verre de vin. La main de ma mère s'est portée à sa bouche. Papa s'est penché en avant comme s'il n'était pas sûr que ce soit réel. Et Clément, son visage est devenu pâle, comme un fantôme pâle. Il m'a regardé en clignant des yeux, c'est toi. Je n'ai pas répondu tout de suite parce que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était à propos de chaque dîner, chaque anniversaire, chaque fête où l'on m'avait fait me sentir petit, où mes victoires n'étaient pas des victoires parce qu'elles n'étaient pas accompagnées d'un titre de cadre ou d'au moins une BMW. C'était sur le point d'être le moment où tout allait changer. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé ensuite, vous devez comprendre à quel point le manque de respect était profond, car ce n'était pas juste un Thanksgiving. Cela faisait 8 ans que ça durait. Et le pire, c'est qu'il ne savait même pas ce qu'il m'avait fait. Pourtant, on dit que chaque goutte semble inoffensive jusqu'à ce que ce soit celle qui fasse déborder le vase. Cette nuit de Thanksgiving, avec mon visage qui brillait sur l'écran de télévision derrière Clément, aurait dû ressembler à une victoire, à une justice. Mais alors que j'étais assis là, regardant ma famille trébucher sur leurs réactions, certains stupéfaits, certains sirotant maladroitement du vin, je ne me sentais pas triomphant. Je me sentais vide. Comme si les années que j'avais passées à me battre à travers le silence et le ridicule ne pouvaient pas être annulées par un titre de journal. Pas même un de 50 millions d'euros. Clément regardait l'écran comme s'il l'avait insulté personnellement. Sa mâchoire s'est serrée, mais il n'a rien dit. Mon père s'est raclé la gorge et a essayé de changer de sujet, marmonnant quelque chose comme « Eh bien, regardez ça. On dirait que cette petite application s'est finalement avérée pas mal. » Pas de félicitations, pas de chaleur, juste de la surprise et peut-être un peu de malaise, comme si mon succès avait perturbé l'ordre naturel des choses. Ma mère est restée silencieuse. Elle n'a pas posé de questions, ne m'a même pas regardé, s'est juste affairée à débarrasser les assiettes comme si elle se souvenait soudainement de l'existence du lave-vaisselle. Cette partie a fait plus mal que tout. Et à ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose. Il n'était pas fier de moi. Il se sentait menacé parce que pour la première fois, il ne pouvait pas m'ignorer. Je n'avais plus besoin de leur validation. Et cela les mettait mal à l'aise. Mais ce n'était pas le point de rupture. Cela est venu des semaines plus tard. Voyez-vous, après l'acquisition, ma boîte de réception a explosé. Des journalistes, d'anciens camarades de classe, des recruteurs, même mon ancien professeur d'université. J'ai été invité à prendre la parole lors d'un sommet régional de start-up.
Les messages LinkedIn s'accumulaient d'investisseurs demandant si je travaillais sur quelque chose de nouveau, et c'était le cas, tranquillement. J'avais déjà commencé à construire autre chose, un projet plus grand. Mais ce n'était pas à eux de le savoir. Pas encore. Pour la première fois depuis des années, je me sentais léger. J'ai arrêté de me surexpliquer, j'ai arrêté d'espérer que les dîners de famille changeraient. J'existais simplement sans m'en excuser. Mais ensuite, les appels ont commencé. Au début, c'était subtil. Ma mère me demandant si je pouvais parler à Clément d'un projet sur lequel il travaillait. Parce que, selon ses mots, maintenant que vous avez tous les deux trouvé votre voie, peut-être pourriez-vous vous entraider. Trouver ma voie. Comme si j'avais été perdu, comme si j'étais tombé sur une manne. J'ai poliment décliné. J'ai dit que j'étais occupé parce que je l'étais, mais aussi parce que je savais où cela menait. Puis mon père m'a appelé à l'improviste. Bastien, a-t-il dit, utilisant sa voix sérieuse, celle qu'il réservait pour parler aux clients ou pour me dire que je l'avais déçu. Je pense qu'il est temps que tu envisages de redonner à la famille. Nous t'avons tous soutenu au fil des ans, n'est-ce pas? J'ai failli rire. Soutenu-moi. Ils se sont moqués de moi, m'ont ignoré, ont à peine toléré mes mises à jour. Clément a un jour dit à une pièce pleine de parents que j'étais, le magasin d'applications réside de la famille. Ils ont tous ri. J'ai ri aussi à l'époque. Je pensais que je devais le faire. Papa, ai-je dit. J'apprécie le sentiment, mais je ne cherche pas à fusionner des entreprises si c'est de cela qu'il s'agit. Il a fait une pause. Il ne s'agit pas d'affaires. Il s'agit d'héritage. Tu as quelque chose de précieux maintenant, et tu pourrais renforcer la marque Dubois si tu la mettais sous notre parapluie. Notre parapluie. C'est de cela qu'il s'agissait vraiment. Le contrôle. Il ne se souciait pas de moi qui construisais quelque chose. Il voulait le posséder, le rebaptiser, y apposer le nom de famille et prétendre qu'il avait toujours été le leur. J'ai dit non. Et c'est là que les choses ont empiré. À Noël, Clément est arrivé dans une nouvelle Tesla et s'est assuré que tout le monde savait qu'elle était autofinancée. Il l'a pratiquement hurlé à travers la cuisine en versant du lait de poule. Je n'ai pas dit un mot, mais j'ai remarqué comment papa lui a tapé dans le dos et l'a appelé un « vrai entrepreneur ». Quand les cadeaux ont été échangés, Clément m'a tendu un livre, « Comment diriger quand vous n'êtes pas prêt ». Tout le monde a ri. J'ai forcé un rire, moi aussi, mais il m'a fallu tout mon courage pour ne pas me lever et partir. Cette nuit-là, mon cousin Damien m'a pris à part. « Mec, il ne te lâche vraiment pas, hein ?» J'ai haussé les épaules. « C'est bon. J'y suis habitué. » Il m'a jeté un regard. « Tu ne devrais pas. » Je suis rentré chez moi et je suis resté assis dans mon appartement sombre pendant 1 heure avant de réaliser que je n'avais même pas ouvert le seul cadeau qui me tenait vraiment à cœur. Une confirmation par email d'une école à laquelle j'avais secrètement donné 100 000 €, finançant une bourse pour les étudiants en technologie sous-représentés. Je n'en ai jamais parlé à personne de ma famille. Toujours pas. C'était la seule chose que je pouvais garder pour moi, intouché par leur cynisme. Puis 20 janvier. Clément a lancé une nouvelle division sous l'entreprise de mon père. Quelque chose à propos de l'expansion numérique. Sa bannière LinkedIn a changé pour inclure des mots comme « responsable de l'innovation ». J'ai levé les yeux au ciel mais je n'y ai pas prêté attention jusqu'à ce que quelqu'un me transmette le communiqué de presse. Dubois et Associés construisaient apparemment une plateforme logicielle révolutionnaire pour la planification immobilière. La formulation était presque identique à ce que j'avais écrit dans ma présentation originale il y a 3 ans. J'ai cligné des yeux. Je l'ai lu encore et encore. Ils avaient copié mon idée. Pas seulement le concept, le langage, la structure, le public cible. Même les captures d'écran étaient étrangement similaires au premier prototype que j'avais présenté à Clément il y a des années. Quand j'ai naïvement pensé qu'il montrait de l'intérêt, j'ai fixé l'écran, la bouche sèche. Ce n'était pas une coïncidence. Ce n'était plus seulement des piques mesquines ou des remarques subtiles. C'était du vol. J'ai appelé mon avocat le lendemain matin. Il m'a demandé tous les documents que j'avais. Email, messages, fichiers horodatés. Heureusement, j'avais été obsessionnel à tout sauvegarder. Une partie de moi savait toujours que j'aurais besoin d'une trace écrite.
Je ne m'attendais juste pas à ce que ce soit contre ma propre famille. Mon avocat est resté silencieux après avoir tout examiné. Finalement, il a dit, vous avez un dossier solide. Mais les procès sont compliqués, surtout quand ils impliquent du sang. Je n'ai rien déposé. Pas encore. J'avais besoin d'être sûr. J'avais besoin de preuves que ce n'était pas seulement Clément qui utilisait une idée similaire. J'avais besoin de savoir qu'ils avaient entièrement franchi la ligne. Alors j'ai attendu, j'ai regardé, j'ai observé, et puis c'est arrivé. Un mois plus tard, mon ami Lucas, qui travaillait auparavant dans le service de comptabilité de mon père avant de se lancer dans une start-up technologique, m'a appelé de nulle part. Et, mec. Question bizarre, a-t-il dit. As-tu déjà consulté pour Dubois et Associés? Non, ai-je dit lentement. Pourquoi? Parce que je viens de voir une présentation que ton frère faisait à une conférence. Et mec, elle ressemblait exactement à ton application. Il a même utilisé le même slogan, mot pour mot. Je lui ai demandé de me l'envoyer. Il l'a fait. Et là, c'était mon slogan, pris directement de mon ancien site marketing. Mon premier logo à peine modifié. Et dans le coin, le visage suffisant de mon frère, debout devant, comme si c'était sa création. Mes mains tremblaient en fermant le fichier. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Il n'avait pas seulement volé mon idée. Il pensait pouvoir s'en sortir parce que j'étais le fils cadet, le rêveur, la plaisanterie qui n'avait jamais vraiment grandi. Et maintenant que j'avais quelque chose qui valait la peine d'être pris, il le prenait. Aucun remords, aucune excuse, juste de l'arrogance. Et ça a été le point de rupture. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis juste resté assis sur ma chaise, fixant mon propre travail volé, sachant exactement ce que je devais faire. Mais s'il pensait que j'allais me laisser faire comme je l'avais toujours fait, il ne me connaissait pas du tout. Plus maintenant. Parce que cette fois, j'avais un levier. Cette fois, ils allaient apprendre ce que cela faisait d'être sous-estimé. Et j'allais m'assurer que toute la ville le voit. Mais avant de vous dire comment j'ai obtenu ma vengeance, vous devez savoir ce qui s'est passé lors du dernier appel téléphonique que j'ai reçu de Clément. Parce que ce qu'il a dit a été le dernier clou dans le cercueil. Le dernier appel téléphonique de Clément est arrivé un lundi matin gris, à peine une semaine après que j'ai découvert qu'il avait exhibé mon travail volé sur scène comme si c'était le sien. J'étais assis dans mon bureau, fixant la tasse de café vide dans ma main, me demandant si j'avais même la force de la remplir à nouveau quand son nom s'est affiché sur mon téléphone. J'ai failli ne pas répondre, mais la curiosité a pris le dessus. Bastien, a-t-il dit, gai, comme si nous étions de vieux amis qui se retrouvaient. Alors, écoute, j'ai réfléchi. Il y a en fait un poste qui se libère dans notre équipe de stratégie numérique. Papa et moi en avons parlé et nous nous sommes dit, tu sais, peut-être voudrais-tu nous rejoindre. Apporter ton expertise. Je n'ai pas dit un mot. Et, a-t-il continué, je sais que les choses étaient un peu tendues à Noël, mais c'est une vraie offre. Nous ferions de toi un manager, peut-être même un directeur plus tard. Beaucoup de stabilité. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il n'appelait pas seulement pour me narguer. Il essayait de m'absorber, de neutraliser la menace parce qu'au fond, il savait ce qu'il avait fait et il savait que je savais. J'ai forcé un rire. Clément, tu m'offres un emploi dans une entreprise qui vient de voler mon logiciel? Il y a eu une pause, puis un rire. Allez, mec. Ce n'est pas du vol, c'est du business. Et tu as abandonné cette idée il y a des années, n'est-ce pas? J'ai raccroché. C'est à ce moment-là que j'ai craqué. Pas à haute voix, pas dans une scène dramatique. J'ai craqué en silence parce qu'il y a une douleur particulière quand on réalise que les personnes censées vous protéger, vous construire, vous démoliront dès que vous menacez leur ego. J'ai passé les 3 jours suivants dans un brouillard. Je n'ai pas mangé, j'ai à peine dormi. Je suis juste resté assis dans mon appartement, lumières éteintes, à regarder le ventilateur de plafond tourner. Tout ce que j'avais construit pris, rebaptisé, revendiqué par les mêmes personnes qui m'avaient dit que je ne réussirais jamais. Je ne pouvais pas aller sur les réseaux sociaux, je ne pouvais pas consulter ma boîte de réception. Mon nom circulait toujours après l'acquisition. Mais tout ce que je ressentais, c'était de la honte. Je ne me sentais pas comme un millionnaire. Je me sentais comme un fraudeur,
comme si je les avais laissés gagner, même avec le tableau d'affichage en ma faveur. Pire encore, j'ai commencé à douter de moi. Peut-être étais-je naïf. Peut-être aurais-je dû mieux protéger mon idée. Peut-être que Clément avait raison. Peut-être était-il simplement meilleur en affaires que moi. C'était le plus bas que j'ai jamais atteint, jusqu'à ce que l'email arrive. Il venait de Sandrine, la directrice des opérations à l'incubateur technologique local. Je l'avais rencontrée une fois lors d'un concours de pitch il y a 2 ans. Elle m'avait regardé depuis les coulisses pendant que je trébuchais sur une démo avec une application buggée et une tache de café sur ma chemise. Je me suis souvenu d'elle parce qu'elle a été la seule à me donner de vrais commentaires après. Son objet, café. Le corps était simple. Salut Bastien, j'ai vu les nouvelles. Tu as construit quelque chose de spécial. Si tu es toujours en ville, j'aimerais qu'on se retrouve. J'ai failli ne pas répondre, mais je l'ai fait. Je n'étais pas sûr de la raison. Peut-être parce que je n'avais rien d'autre à perdre. Nous nous sommes rencontrés 2 jours plus tard dans un petit café près de la gare. Elle a souri quand je suis entré et avant même que je puisse m'asseoir, elle a dit, « Tu as l'air fatigué. » Comme j'ai découvert que ton frère est un serpent fatigué. J'ai cligné des yeux. Tu as entendu? Dubois et Associés vient de présenter ton application à l'une de nos startups la semaine dernière. L'un de mes stagiaires a immédiatement reconnu l'interface, a dit qu'elle ressemblait à la jumelle de Fluidité. Elle a plissé les yeux. Tu ne la leur as pas concédé, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête. Sandrine s'est penchée en arrière, les bras croisés. Alors il est temps que tu leur rappelles à qui ils ont affaire. Cette conversation a allumé en moi quelque chose que je pensais avoir perdu. Elle m'a offert un espace à l'incubateur, gratuit pendant 6 mois. Elle a dit qu'ils avaient des développeurs et des designers qui y travaillaient tout le temps. Et si j'avais une autre idée, elle m'aiderait personnellement à trouver des talents. Tu as déjà construit un succès, a-t-elle dit. Maintenant, construisant un qu'ils ne pourront pas toucher. Cette nuit-là, je suis rentré chez moi et j'ai dépoussiéré un vieux carnet. À l'intérieur se trouvaient des croquis pour une nouvelle plateforme. Une que j'avais griffonnée à l'époque où Fluidité était encore en bêta. C'était plus grand, plus intelligent, enraciné dans le même espace, mais avec une vision plus large. Je l'ai appelé « Relais ». Là où Fluidité aidait les petites entreprises à gérer leurs tâches, Relais les aiderait à évoluer, devises automatisées, facturation, CRM, analyse, tout dans un seul écosystème. Un moteur de croissance complet. Mais cette fois, je n'allais pas la construire seul. J'ai commencé à me présenter à l'incubateur tous les matins à 8 heures précises. Sandrine m'a présenté Léa, une magicienne du front-end qui pouvait prototyper plus vite que je ne pouvais décrire la fonctionnalité. Ensuite, il y avait Marc, un expert du back-end avec un faible pour l'optimisation. Nous avons cliqué instantanément. Je n'ai pas eu à expliquer pourquoi cela importait. Ils ont compris. Et plus important encore, ils m'ont compris. Les premiers mois ont été un travail acharné. J'ai versé toutes mes économies dans le prototype. J'ai dormi sur le canapé du bureau certaines nuits. J'ai mangé trop de nouilles instantanées. Il y a eu des moments de doute, des jours où les bugs ne se réparaient pas ou des partenaires fantômes où je me réveillais en me demandant si je fuyais simplement un combat au lieu de l'affronter. Mais chaque fois que je ressentais cette attirance, je me souvenais de la voix de Clément au téléphone. Nous pensions que tu voudrais peut-être nous rejoindre, et cela a allumé un feu. Nous avons lancé Relais en bêta privée 6 mois plus tard. 10 entreprises se sont inscrites, puis 30, puis 100. Cette fois, je n'ai pas couru après les titres, pas de communiqué de presse, pas de démo flashy, juste des résultats. À la fin du premier trimestre, nos utilisateurs ont signalé une augmentation moyenne de 27% de leur chiffre d'affaires mensuel. Puis quelque chose de fou est arrivé. L'un de nos clients, une entreprise de logistique de Milwaukee, a écrit un article de blog élogieux sur la façon dont Relais leur avait fait économiser 80 000 € en un trimestre en automatisant l'ensemble de leur flux de travail. L'article a été repris par quelques newsletters. De là, les choses se sont emballées. Les investisseurs ont commencé à s'intéresser, mais je n'étais pas pressé. J'avais vu ce qui se passait quand on laissait l'argent diriger le navire trop tôt. Puis un jour, j'ai reçu un SMS de Sandrine. Allume la chaîne 9. Je l'ai fait, et là, à l'écran, Clément se tenait sur une scène lors d'un sommet des leaders d'entreprises émergents,
parlant d'innovation et de construction d'outils pour l'avenir numérique. Derrière lui, une diapositive avec mes captures d'écran à nouveau, mais cette fois il a glissé. Il a mentionné des fonctionnalités spécifiques du produit qui n'étaient pas publiques, des fonctionnalités qui n'existaient que dans ma feuille de route de développement. C'est là que j'ai su que quelqu'un avait eu accès à mes fichiers prototypes originaux. Probablement quand je les avais présentés à Clément il y a des années, et il les avait conservés, les avait étudiés, planifiant cela depuis plus longtemps que je ne l'avais réalisé. Mais cette erreur, c'était suffisant. J'ai enregistré le segment, l'ai envoyé à mon avocat. Il m'a rappelé 10 minutes plus tard. C'est de l'or, a-t-il dit. Mais je n'étais pas prêt à tirer encore. Parce que si j'avais appris quelque chose au cours de la dernière année, c'était ceci. On ne bat pas des gens comme Clément en les affrontant de front. On les surpasse. On les rend insignifiants. Et puis, quand le monde entier regarde, c'est là qu'on tire le tapis. C'est là qu'on prend tout. Alors j'ai attendu, j'ai construit, j'ai regardé, et plus Clément montait, plus dure serait sa chute. Mais avant d'en venir au moment où tout a finalement basculé, le moment où le nom Bastien signifiait soudain plus que Dubois et associé n'avait jamais signifié, vous devez voir ce qui s'est passé la nuit où mon père m'a rappelé. Parce que cet appel a tout changé. Mon père a appelé à 19h42 un jeudi. Je me souviens de l'heure exactement, non pas à cause de l'appel lui-même, mais parce que je venais de terminer d'esquisser la première maquette de l'interface mobile de relais. Je tenais le papier dans ma main quand mon téléphone a vibré. Quand j'ai vu papa à l'écran, je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste fixé, le pouce en suspens, ressentant ce vieux mélange familier de curiosité et d'appréhension. Cela faisait des mois que nous n'avions pas parlé. Pas depuis la pique de Noël, pas depuis que Clément avait présenté mon idée volée à une salle pleine d'investisseurs. Et certainement pas depuis que j'avais commencé à construire tranquillement quelque chose qui ferait passer leur petit empire pour un centre commercial à côté d'une station spatiale. Pourtant, j'ai décroché. Allô. Il y a eu une pause, juste une seconde de trop pour être normal. Puis sa voix, basse et étrangement plate. Bastien, il faut qu'on parle. Je suis resté silencieux. Il s'est raclé la gorge. C'est à propos de Clément. Je me suis redressé. Il a été imprudent, a dit papa. Il a fait des promesses qu'il ne peut pas tenir. C'est surendetté. A pris quelques projets qui ne se concrétisent pas. Je n'ai pas dit un mot. J'ai laissé le silence faire le gros du travail. Il a pris une inspiration, réalisant probablement que je n'allais pas le tirer de l'embarras. Écoute, je sais que les choses ont été tendues. Mais il ne s'agit pas seulement de lui. Il s'agit du cabinet. Ta mère et moi, c'est notre héritage. Et si nous ne trouvons pas un moyen de stabiliser, nous pourrions envisager une restructuration majeure, peut-être même une réduction d'effectifs. J'ai failli rire. Restructuration, jargon d'entreprise pour « nous avons foiré et maintenant des gens perdent leur emploi ». Qu'est-ce que tu veux de moi, ai-je finalement demandé. Une autre pause. Plus longue cette fois. Nous avons besoin d'un partenaire, quelqu'un avec une vision, avec de la crédibilité dans le domaine de la technologie. C'était la danse la plus prudente autour du mot « toi » que j'ai jamais entendu. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai regardé par la fenêtre. La neige avait commencé à tomber, de gros flocons silencieux contre les lumières de la ville. J'ai pensé à toutes ces années où j'étais assis à cette table de Thanksgiving, souriant à travers des dents serrées pendant qu'il louait chaque pas de Clément comme s'il résolvait la fin dans le monde. Et maintenant, avec la peinture encore fraîche sur sa fausse division technologique, il se noyait et papa me demandait de lui lancer une bouée de sauvetage. Je vais y réfléchir, ai-je dit. Il a soupiré comme si ce n'était pas la réponse qu'il voulait, mais il m'a quand même remercié et a raccroché. Je n'y ai pas réfléchi. Pas comme il l'entendait en tout cas, car cet appel a confirmé quelque chose que je n'avais fait que soupçonner jusqu'alors. Les fissures se formaient. Clément avait trop étendu ses bras. Il avait attrapé quelque chose de brillant sans comprendre le mécanisme en dessous. Il pensait que voler mon plan lui construirait un château, mais il ne connaissait pas le langage de l'architecture. Il ne comprenait pas l'échelle. Il a copié ce qu'il pouvait voir, pas ce que je savais. Et maintenant, le château s'écroulait. Cette nuit-là, j'ai ouvert un dossier que je n'avais pas touché depuis presque un an. Il s'appelait « Pare-feu ».
Je l'avais créé la même semaine où Clément avait posté pour la première fois sur la révolution de la gestion immobilière. C'était mon assurance, ma soupape de décharge, un plan de secours au cas où j'aurais un jour besoin de tout brûler. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran, des horodatages, des contrats, des emails, même un ancien enregistrement vidéo de moi présentant Fluidité à Clément dans mon ancien appartement. Sa voix clairement audible, demandant « Puis-je en prendre une copie pour la montrer à papa ?» J'avais dit oui à l'époque, lui faisant confiance, pensant qu'il voulait aider. L'ironie, ce moment de confiance naïve était maintenant le clou que j'avais utilisé pour sceller son cercueil d'entreprise. Mais je ne voulais pas seulement l'exposer. Je voulais ruiner l'illusion. Non seulement auprès du public, mais auprès des personnes qui comptaient le plus pour lui. Je voulais que ses mentors, ses investisseurs, son fan club LinkedIn réalisent tous en même temps que l'empereur n'avait pas de code. Alors j'ai commencé à planifier. Première étape, rassembler les preuves, non seulement du vol, mais de l'incompétence qui a suivi. J'ai commencé à contacter discrètement quelques entreprises qui avaient essayé sa plateforme, poser des questions simples. Comment s'était déroulé le processus d'intégration? Le support client était-il réactif? Le système fonctionnait-il comme annoncé? La plupart d'entre eux étaient polis. Mais un gars, un entrepreneur nommé Julien, a tout déballé. C'était de la merde, mec, a-t-il dit. Ça a planté 2 fois en une semaine. J'ai envoyé un email au support et j'ai reçu une réponse automatique disant qu'il répondrait en 72 heures. 72. J'ai une équipe de 12 personnes. Cela représente 3 emplois perdus en un week-end. Je lui ai demandé s'il serait prêt à parler officiellement. Il a accepté, mais seulement si je brouillais son visage et sa voix. Je ne veux pas brûler les ponts, a-t-il dit. Mais je l'ai fait, et je ne faisais que commencer. Deuxième étape, couper les voies d'évasion de Clément. Je savais qu'ils étaient temps pour parler avec un fonds de capital risque, un qui se spécialisait dans le soutien aux technologies héritées des entreprises familiales. Je connaissais aussi une associée junior là-bas, Manon, de l'université. Nous n'étions pas proches, mais nous étions amis. Je lui ai envoyé un message. Avant de signer quoi que ce soit avec Dubois et Associés, demande-toi pourquoi leur code Bacan ressemble à celui écrit par un stagiaire d'été avec un problème de caféine. Aussi, je serais ravi de discuter si tu veux la vraie histoire. Elle m'a appelé le lendemain. Je lui ai tout raconté. Elle n'a pas dit grand-chose pendant l'appel, elle a juste écouté. Mais 3 jours plus tard, l'accord de financement s'est évaporé discrètement. La raison officielle, pivot stratégique, n'est-ce pas? Troisième étape, contrôler le récit. J'ai commencé à préparer un communiqué de presse, pas une diatribe amère ou un avis juridique. Quelque chose de plus chirurgical. Le titre, Quand l'innovation est imitée, comment la vision d'un fondateur a été repackagée par les personnes mêmes qui se sont moquées de lui. C'était propre, calme, froid. J'ai détaillé la chronologie, les preuves, le manquement à la confiance. Je n'ai pas nommé Clément directement, mais quiconque le lirait, surtout ceux de nos cercles d'affaires de la ville, saurait exactement de qui je parlais. Je l'ai envoyé à 3 journalistes à qui j'avais parlé après l'acquisition de Fluidité. Tous ont répondu en quelques heures. Pouvons-nous publier cela avec une interview, a demandé l'un d'eux. Non, ai-je dit, pas encore, parce que je gardais le meilleur pour la fin. Voyez-vous, Clément avait un anniversaire qui approchait. Ses 35 ans. Ma mère préparait une fête surprise. L'une de ses affaires avec une salle louée, un traiteur, un bar, tout le monde en tenue de soirée. Et j'étais invité, pas par ma mère, bien sûr, mais par ma tante, qui m'a toujours préféré à Clément. Quoi qu'il en soit, elle m'a donné les détails et a dit, tu devrais venir te montrer. Leur rappeler que tu ne te caches pas. J'ai failli refuser. Mais ensuite, j'ai eu une idée. Une idée magnifique, terrible, parfaite. La fête avait lieu dans un club de campagne juste à l'extérieur de la ville. Le genre d'endroit où les gens vous jugent à vos chaussures et au nombre de syllabes dans votre commande de vin. Je suis arrivé 5 minutes en retard exprès. La pièce était déjà pleine. Les rires résonnaient des lustres, les gens sirotaient des cocktails, les serveurs se frayaient un chemin à travers des grappes de kaki et de pastel. Clément se tenait près de la scène, riant trop fort. Il portait un blazer qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Sa petite amie, grande, blonde,
chirurgicalement symétrique, s'accrochait à son bras comme un accessoire. Il ne m'a pas vu au début, mais papa oui. Son sourire a vacillé. Puis maman m'a vu. Ses lèvres se sont pressées l'une contre l'autre, un éclair d'inquiétude traversant ses yeux. Elle ne m'avait pas invité, et maintenant elle ne savait pas ce que j'allais faire. Je n'ai rien fait. Pas encore. J'ai socialisé, serré quelques mains, gardé mon sourire chaleureux et illisible. Puis, juste avant le dessert, le maître de cérémonie a pris le micro. Prenons un moment pour honorer notre homme d'anniversaire, a-t-il dit. Non seulement un leader dans l'immobilier, mais un innovateur en technologie. Un homme qui change la façon dont les entreprises travaillent. Les lumières se sont tamisées. Le projecteur derrière lui s'est allumé. Une vidéo a commencé à jouer. Le parcours technologique de Clément. Un florilège de ses plus grands succès. Des extraits de panels, de fausses maquettes d'interface utilisateur, des extraits sonores sur la disruption. La foule a applaudi. Mon père a souri fièrement. Ma mère avait l'air de vouloir pleurer. Et quand cela s'est terminé, je suis monté sur scène, non invité, inopinément, microphone à la main. Salut tout le monde, ai-je dit, le cœur battant à tout rompre. Désolé d'interrompre. Je voulais juste ajouter un clip de plus au florilège. Le projecteur a de nouveau clignoté. Nouvelles images. Moi dans mon appartement présentant le prototype à Clément. Je demande, puis-je en prendre une copie pour la montrer à papa? Moi répondant, bien sûr, ne la divulgue pas encore. Puis des captures d'écran, des emails, la présentation volée, mon slogan, mon interface. Des halètements ont parcouru la foule, puis écran noir, silence. J'ai regardé la mère de visage figé. La bouche de Clément était grande ouverte. Sa petite amie avait lâché son bras. Le visage de mon père était exsangue. Ma mère, elle ne pleurait plus. J'ai tenu le micro fermement. Joyeux anniversaire, Clément. Je suis descendu de scène. Mais ce n'était pas la vengeance. Ça, c'était juste l'invitation parce que le lendemain, le vrai spectacle allait commencer. Et personne n'était prêt pour ce qui allait arriver. Clément ne m'a pas suivi hors du club de campagne. Je m'attendais à moitié à ce qu'il me poursuive, le visage rouge et bégayant. Mais quand j'ai regardé par-dessus mon épaule, il était toujours figé sur place. Les gens chuchotaient autour de lui. Certains évitaient ses yeux. Quelques-uns, juste quelques-uns, me regardaient à la place. La façon dont vous regardez quelqu'un qui vient de renverser la table après avoir joué le long jeu en silence. Les dégâts étaient faits, mais les retombées, elles, étaient encore à venir. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Non pas d'anxiété, mais d'adrénaline. Chaque moment où j'avais ravalé ma fierté, chaque dîner de famille que j'avais enduré avec un faux sourire, chaque pic sarcastique sur ma petite application stupide, tout cela est revenu comme un barrage qui cède au ralenti. Pour la première fois depuis des années, je ne me sentais pas comme le personnage secondaire de ma propre histoire. J'étais la tempête. Au lever du soleil, la vidéo que j'avais montrée à la fête avait déjà fuité. Je ne l'avais pas postée moi-même. Je n'avais pas besoin de le faire. Quelqu'un l'avait enregistrée. Bien sûr, il l'avait fait. Et elle a fait son chemin sur Twitter, puis Reddit, puis LinkedIn. La légende disait, le fondateur d'une start-up gâche l'anniversaire de son frère chouchou avec la preuve de propriété intellectuelle volée. Vous devez voir ça. Elle a cumulé 2 millions de vues en 12 heures. Ma boîte de réception était le chaos. Celle de Clément aussi. Mais la différence, c'est que j'attendais ça. J'avais mon communiqué de presse prêt, poli et prêt. À midi, je l'ai envoyé à tous les médias technologiques et commerciaux à portée de main. Ce n'était pas en colère ou émotionnel. C'était calculé, précis. J'ai tout détaillé, avec documentation et références. Je n'ai jamais utilisé son nom, mais tout le monde a fait le lien, et je me suis assuré d'inclure une simple ligne en bas, Bastien Durand est maintenant le fondateur et PDG de Relais, une plateforme construite de A à Z, sans raccourci, sans aide. Et sans entreprise familiale dans le rétroviseur. Cette dernière partie, c'était l'essence sur le feu. Le soir, Clément était en tendance sur Twitter. Pas de la bonne manière. Les titres tourbillonnaient.
Héritier immobilier local accusé de plagier la start-up de son frère. Dubois et associés fait face à un scandale technologique après un clip d'anniversaire viral. La guerre des applications entre frères. Héritage contre vision. Puis les appels ont commencé. Sandrine m'en a transféré un d'un contact commun, le fonds de capital risque qui avait retiré son offre à Clément quelques mois auparavant. Le message était court, content d'avoir refusé. Faites-nous savoir si vous avez besoin de quelque chose. 2 jours plus tard, l'un des plus gros clients de Clément, Propriété Beaumont, a annoncé publiquement qu'il réévaluait leur partenariat stratégique à la lumière des récentes révélations. Et juste comme ça, les dominos ont commencé à tomber. Clément a essayé de se défendre, bien sûr. Il a publié une déclaration. Je savais qu'il le ferait. C'était l'une de ces excuses d'entreprise qui minimisent les faits. Il est regrettable qu'un malentendu privé entre frères soit devenu si public. J'ai toujours admiré le travail de Bastien et j'espère honorer sa vision en apportant une innovation similaire à une plateforme plus large. Traduction, j'ai volé son idée, je me suis fait prendre, et maintenant j'essaie de faire passer ça pour un hommage. Les commentaires l'ont déchiqueté. Une réponse particulièrement brutale disait, vous n'avez pas honoré son travail. Vous l'avez colonisé. Il y a une différence. Même la publication technologique de la ville, l'hebdo des startups locales, a publié un éditorial intitulé « Pourquoi l'entreprise familiale n'est pas une excuse pour le vol dans la technologie ». Mon père a essayé de me joindre à nouveau plusieurs fois. J'ai ignoré ses appels. Finalement, il a envoyé un email. Nous n'avons jamais voulu te faire de mal, Bastien. S'il te plaît, comprends, nous essayons juste de protéger l'entreprise. Cela m'a tout dit. Protéger l'entreprise, pas soutenir mon fils, pas s'excuser pour ce que nous avons fait. Juste protéger leurs résultats. Alors, j'ai envoyé une seule phrase en réponse. Vous auriez dû protéger votre fils à la place. Et puis je les ai coupés. Tous. J'ai bloqué les numéros de mes parents, je les ai supprimés de mon LinkedIn. Je n'avais pas besoin de leur approbation, et je ne leur devais certainement pas de clôture. J'ai changé de numéro, j'ai emménagé dans un nouvel endroit et j'ai dit à la réception de ne jamais accepter de visiteurs se déclarant de ma famille sans m'appeler d'abord. Clément, quant à lui, était au bord du gouffre. À la 3e semaine, d'autres personnes se sont manifestées. D'anciens employés qui ont dit qu'il avait trop promis et pas assez livré, des entreprises qui ont admis avoir payé pour un produit qui fonctionnait à peine. L'une d'elles avait même des preuves que Clément avait falsifié des données de démonstration pour impressionner les investisseurs. Sa division technologique a été fermée en l'espace d'1 mois. Le cabinet immobilier a survécu, mais à peine. Dubois et associés a licencié 10 employés discrètement, bien sûr. Ils ont invoqué la volatilité du marché dans leurs déclarations, mais les gens savaient. Tout le monde savait. En revanche, Relais a explosé. Nous avons clôturé notre série à 12 millions d'euros. J'ai embauché Léa et Marc à temps plein et je leur ai donné des parts. Sandrine a rejoint le conseil d'administration en tant que conseillère, et les utilisateurs, ils ne se souciaient pas du drame. Ils se souciaient que la plateforme fonctionne, et elle le faisait. Nous avons lancé de nouvelles fonctionnalités chaque mois. La rétention était excellente. Même Julien, l'entrepreneur qui détestait le produit copié de Clément, est devenu l'un de nos plus grands défenseurs. Et moi, j'ai arrêté de demander des places à des tables où je n'avais pas ma place. J'ai construit ma propre table. Et lentement, les gens sont venus à moi. Un jour, des mois plus tard, j'ai reçu une lettre par la poste, manuscrite, brouillonne, en cursive. Elle venait de ma mère. Elle ne s'est pas excusée. Pas vraiment. Elle a juste dit que je lui manquais. Que Clément avait des difficultés. Que la famille devait rester unie. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai passé au broyeur. Le dernier clou est venu quand j'ai été invité à prendre la parole lors d'une conférence technologique régionale. Non pas en tant que panéliste, mais en tant que conférencier principal. Le thème, l'innovation authentique dans un monde d'héritage. Je n'ai dit à personne que j'y allais. Je me suis juste présenté, j'ai porté un simple blazer, pas de graphique flashy, pas d'entourage, juste moi, un microphone et mon histoire. J'ai parlé de ce que cela signifiait de construire quelque chose de réel, à quel point c'était solitaire, à quel point c'était douloureux,
à quel point parfois les personnes les plus proches de vous deviennent vos plus grands obstacles, à quel point vous devez continuer à construire malgré tout. La foule a fait une ovation debout. Après, un homme en costume gris m'a approché. La quarantaine, coupe de cheveux chers, forte poignée de main. J'ai travaillé avec votre frère, a-t-il dit, non sans gentillesse. Il était toujours bruyant. Vous. Il a désigné la scène. Vous êtes silencieux, mais vous provoquez des tremblements de terre. J'ai souri. Je préfère les secousses qui ne s'arrêtent pas. Il a ri et m'a donné sa carte. Appelez-moi si vous voulez un jour vous étendre à l'échelle mondiale. En rentrant à mon hôtel, j'ai pensé à chaque version de moi-même qu'ils avaient essayé d'effacer. Le rêveur, le codeur, le faux PDG. Ils pensaient pouvoir me réduire au silence par la moquerie. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est aiguiser mon tranchant. La vengeance n'est pas venue avec des cris ou des poings. Elle est venue avec de la concentration, avec de la patience, avec la construction de quelque chose de si indéniable, de si hermétique que la seule chose qui leur restait à faire était de le regarder grandir. Je n'avais pas besoin de leur nom, je n'avais pas besoin de leur entreprise, je n'avais pas besoin de la famille. J'avais Relais. J'avais la preuve. Et pour la première fois de ma vie, j'avais la paix. Je n'ai pas gagné parce que j'ai riposté. J'ai gagné parce que j'ai arrêté de demander la permission d'exister.